Merci déjà. Merci à tout le monde et bienvenue donc à cette session de sensibilisation, on va dire, ou d'échange donc autour des enjeux de la cybersécurité. Avec les cabinets CK qui avaient donc proposé les titres, on va dire, sensibilisation donc à la cybersécurité, bonnes pratiques et les cyberhygiène. Moi, c'est Aboubakar Yacoub Birmi. Actuellement, je suis le directeur des opérations d'un consortium qui s'appelle ACRC, qui regroupe l'Agence nationale du Luxembourg pour la cybersécurité, le groupe Thales, donc au niveau de Luxembourg, donc Thales Cyber Solutions, l'Université de Luxembourg et une autre entité donc, qui s'appelle Syndicate Solutions. Donc ACRC, c'est un consortium public-privé qui a pour but donc de renforcer, on va dire, les cadres de la résilience cyber du secteur financier africain. Donc, il est financé par la Banque africaine de développement. Donc, on a quelques initiatives sur lesquelles on travaille dans le cadre du grant de la BAD, notamment mettre en place donc, un cadre de partage d'informations au niveau du secteur financier africain de façon globale, produire de la veille. Des renseignements, on va dire, on fonctionne un tout petit peu comme des agences de renseignement, mais pour l'intérêt public, au niveau pour enseigner les banques sur l'état de la menace, sur les acteurs qui sont en train de faire des choses au niveau de l'Afrique et tout ça. Et puis développer aussi une capacité de réponse aux incidents quand il y a un incident qui arrive par-ci, par-là. Qu'on sait intervenir pour un peu jouer au sapeur-pompier, on va dire, pour éteindre le feu. Et on fait pareillement aussi beaucoup de renforcement de capacités, surtout dans cette zone. Donc, au niveau des l'IMOA, on a pas mal d'activités avec JMIMOA et autres. Donc voilà, globalement, on est là au service du continent, au service de la banque centrale, des banques centrales, des régulateurs, on les accompagne dans les renforcements aussi des cadres réglementaires et tout. Parallèlement, j'occupe depuis à peu près 3 mois, des mois, dans un cadre du comité de Konobafi qui est l'entité de normalisation du secteur financier de l'IMOA, donc la présidence, on va dire, du comité cybersécurité qui vise à établir la norme ou bien la prochaine ou les prochains règlements, on va dire, au niveau de notre zone IMOA, donc concernant les aspects cybersécurité à prendre en compte pour les acteurs de la finance. Donc, le comité a démarré récemment et puis bon, on est en phase de démarrage globalement, mais la feuille de route est en train d'être tracée. Et j'occupe également en fait, la présidence d'une association que j'avais cofondée au niveau du Niger, Association des professionnels de la sécurité d'information du Niger, où on est en train de mener pas mal d'activités depuis 3 ans. APSI également, donc on est en train de faire ça un peu partout. On a APSI Côte d'Ivoire, APSI Gabon, APSI Cameroun, Congo, Brazza, Bénin, un peu partout. Les APSI sont en train de voir les jours, envie de renforcer un peu, de mieux s'organiser en tant que professionnel de la sécurité parce que c'est un enjeu global, pas juste un enjeu isolé par pays. On partage les mêmes espaces. On a souvent les mêmes infrastructures qu'on partage, donc il est nécessaire de coordonner, on va dire, surtout les partages de connaissances entre nous. Donc voilà, j'ai quelques certifications et puis j'avais écrit aussi un livre récemment au niveau, que j'avais nommé Je me colonise, mais que je peux bien, en fait, les titres pourraient être diagnostic, on va dire, de la digitalisation du numérique global de l'Afrique. Parce que les livres parlent un peu aujourd'hui des enjeux qu'on a, les fragmentations qu'on constate d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Et pourquoi on n'arrive pas à créer cette notion, en tout cas, et de l'assumer, de la souveraineté numérique en Afrique. Et puis un autre livre blanc qui avait précédé mon essai, donc, qui s'appelait L'intégration de la cybersécurité dans les politiques publiques africaines. Donc voilà un peu qui je suis. Et j'ai l'honneur donc aujourd'hui de partager avec vous quelques des choses qu'on fait, on va dire qu'on constate chaque jour
au niveau donc, de l'Afrique globalement et des enjeux liés à la cybersécurité, peut-être un peu plus spécifiquement dans les secteurs financiers. Alors, on va parler, on va mettre, en fait, on va faire un panorama d'abord donc des menaces de cybersécurité en Afrique que j'ai tenté de catégoriser sous trois formes. Donc, il y a de la cybercriminalité en elle-même, il y a de l'espionnage et puis on peut parler du sabotage par la suite. Alors, les enjeux stratégiques aujourd'hui au niveau de l'état de la menace. Donc, cette chronologie-là met en évidence l'évolution progressive mais exponentielle donc, des cybermenaces depuis la fin des années 90, donc jusqu'à aujourd'hui. À l'origine, donc, les attaques étaient principalement donc, constituées des virus vers informatique et des chevaux de Troie, donc visant surtout à perturber les systèmes pour démontrer donc des capacités techniques. Donc, comme l'illustre Maurice Sorel, donc sur les graphes, à partir des années 2000, donc avec la démocratisation de l'Internet et des services numériques, donc les cyberattaques ont commencé à cibler directement les utilisateurs et les données personnelles. Donc les attaques des phishing, les vols d'identité et les virus mobiles donc, se sont multipliés, donc entraînant les premières grandes fuites, on va dire, donc des données à grande échelle. Cette période marque donc le passage d'une cybercriminalité expérimentale à une cybercriminalité de plus en plus organisée et motivée surtout financièrement. Donc entre 2007 et 2013, les attaques deviennent plus structurées et techniques, donc avec l'apparition de ce qu'on appelle des botnets, des attaques DNS visant donc à perturber la disponibilité de nos services numériques, des injections SQL pour compromettre les données, falsifier, faire de la fraude et tout ça, et des campagnes aussi massives de déni de services. Donc, les cybercriminels exploitent désormais les vulnérabilités des infrastructures numériques et des applications connectées. Donc, on a vu, donc on a appris les ransomware qui commencent également à émerger comme une menace majeure, accompagnée des keyloggers. Donc, ce sont des outils en fait que les criminels utilisent pour chiffrer des données. Quand vous tapez les claviers, tout ce que vous écrivez, voilà, sont solutions envoyées et puis il peut regarder peut-être dedans vous avez tapé un mot de passe par-ci, un mot de passe par-là, donc il peut analyser les données, extraire les informations permettant d'accéder au réseau d'entreprise. On a des malwares beaucoup plus sectoriels, des malwares bancaires destinés donc au vol d'informations financières. Et à partir de 2016, l'écosystème donc des menaces connaît une industrialisation donc sans précédent. Les ransomware paralysent les entreprises, des administrations, des infrastructures critiques dans le monde entier. Donc, de nouvelles formes d'attaques apparaissent, crypto-minage malveillant, compromission des portefeuilles liés donc aux crypto-monnaies comme les bitcoins, attaques sur les certificats numériques pour compromettre l'identité même de ce qui fait la confiance de nos infrastructures numériques. Voilà, donc les volumes de données compromises atteignent des centaines de millions d'enregistrements, démontrant donc l'ampleur croissante plutôt donc des cyber-risques aujourd'hui. Nous entrons dans une nouvelle ère marquée donc par la cyberguerre depuis maintenant quelques années, peut-être depuis l'attaque, en tout cas la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc on voit des nouveaux types des malwares qui apparaissent utilisés pour la guerre qui n'ont nullement l'effet d'aller chercher de l'argent ou quoi que ce soit, c'est du sabotage. Donc des malwares qui sont capables en fait de supprimer la base même, on va dire, de l'OS d'un ordinateur. Ce que je veux dire par là, un ordinateur, il y a plusieurs couches. Il y a la couche matérielle qu'on voit visiblement, donc qui constitue l'ordinateur physique. On a ce qu'on appelle firmware. Donc, c'est un logiciel sur via lesquels donc, on installe même l'OS, donc ce qu'on voit Windows, Linux et autres.
Donc, on a des outils aujourd'hui qui sont capables d'aller effacer carrément les firmware avec l'ordinateur ou les serveurs en soi n'est plus utilisable sans répartir chez les constructeurs. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit au niveau des outils qui sont développés comme ça dans la guerre. Donc, pour paralyser un État, paralyser un secteur, faire du mal à l'ennemi, voilà. Donc, globalement, nous sommes dans une nouvelle ère. Donc, on a des outils de cyberguerre, les attaques automatisées via l'intelligence artificielle, parce que souvent, on parle de l'intelligence artificielle dans les côtés bénéfiques de la chose, améliorer la productivité et autres, mais n'oublions pas qu'également, les gens peuvent s'en servir aussi pour faire des actes malveillants. Donc, aujourd'hui, de ce qu'on constate, en tout cas dans la cybersécurité de façon spécifique, on a l'impression que les attaquants aujourd'hui utilisent l'IA beaucoup mieux que nous parce qu'ils sont beaucoup, ça a toujours été, on va dire, l'histoire de la cybersécurité. On est en mode réactif, c'est-à-dire qu'il faut qu'on constate d'avoir une nouvelle tactique, technique et procédure des attaquants pour que nous, aux côtés de la défense, qu'on puisse s'organiser pour équilibrer les rapports de force. Donc, l'IA, les sœurs également, donc, ce qui multiplie, on va dire, l'ampleur et la puissance de ces attaquants. Des attaques type fil-less, on les appelle, donc beaucoup plus difficiles à détecter. Les infrastructures cloud, les environnements hybrides et les objets connectés élargissent considérablement aujourd'hui la surface d'attaque partout où on trouve, même dans les entreprises, souvent, on a des imprimantes connectées, des caméras connectées, tout ça, souvent, sont intégrés sans considérer les risques. Parce qu'à chaque fois qu'on ajoute un équipement dans, ou un service, en tout cas dans les réseaux d'entreprise, on ne regarde pas ce que ça donne comme résultat au niveau de l'attaquant parce que c'est aussi une autre fenêtre qu'on est en train de l'ouvrir, souvent même une porte ouverte parce que souvent, généralement, ces outils qu'on intègre dans nos systèmes d'information ne sont pas pris en charge ou on ne considère pas leur effet inverse que ça peut produire. On constate la fonctionnalité, mais on ne regarde pas d'un point de vue sécurité ce que ça peut engendrer. Souvent, aujourd'hui, ce qu'on constate dans les réponses aux incidents, ce sont souvent des portes très bien exploitées, surtout que quand on installe la caméra, souvent on ne fait pas la configuration par défaut, changer un mot de passe que le constructeur a donné par défaut. Donc on installe la caméra, marche et puis c'est tout. Pourtant, tout le monde connaît par type de type, par marque de caméra, on sait quel mot de passe elle utilise et tout ça. Au niveau des cafetières, c'est la même chose. Au niveau, donc, toutes ces choses qui sont en train de venir effectivement faciliter nos vies également, faciliter la vie des attaquants par la même occasion. Donc, en parallèle, le nombre de nouveaux programmes aujourd'hui, on va dire malveillants, enregistrés dépasse désormais plusieurs centaines de millions. Donc, illustrant, on va dire, la rapidité à laquelle les menaces évoluent. Cette évolution montre que donc, la cybersécurité n'est plus aujourd'hui uniquement un sujet technique en soi parce que ça a des risques sur la réputation, ça a des risques de conséquences financières, des conséquences même souvent sur la vie, même on a vu des cas où des données personnelles ont été vendues pour d'autres causes voilà, atteintes à la vie directe des personnes. Donc l'enjeu aujourd'hui, il est stratégique. Il est même souvent de souveraineté parce qu'il y a la protection des citoyens dans cette histoire des stabilités économiques quand on parle bien sûr du secteur financier et des résiliences donc de l'organisation. Donc par là, on va souligner l'importance aujourd'hui pour les entreprises et les États donc d'adopter une approche proactive, on va dire, fondée sur la gouvernance, la sensibilisation, le renforcement des capacités, la détection avancée et surtout la coopération pour pouvoir faire face aujourd'hui à l'enjeu de la cybersécurité dans nos vies. Donc, je tente d'illustrer, on va dire, les grandes familles, on va dire, des cyberattaques, les cyberattaques en tant que telle, la cybersécurité en elle-même, qui aujourd'hui, on voit les coûts annuels des cybercrimes en Afrique, d'après certains rapports, donc varient entre 4 et 10 milliards de dollars. C'est que ça coûte pour notre continent. Au niveau, dans un rapport donc, de l'Interpol de 2025, donc on voit une moyenne élevée aujourd'hui des infractions avec plus donc, de 30% des crimes au sein de certaines régions comme l'Afrique de l'Ouest et l'Est.
On a d'autre part des cybercriminels aujourd'hui qui utilisent donc l'Afrique comme terrain d'essai pour raffiner leur malware ou les ransomware avant de passer, on va dire, dans des environnements beaucoup plus régulés, beaucoup plus proactifs, où il y a de la répression et tout ça, et que nous, aujourd'hui, peut-être qu'on va revenir pour parler beaucoup plus en profondeur des problèmes globaux de l'Afrique qu'on a sur la réponse donc aux enjeux de cybersécurité qui sont globalement un problème de l'organisation globale. On a également, voilà, quelques chiffres récemment donc, de l'Interpol qui avait procédé dans une opération au niveau en 2024, consignée dans leur rapport, donc qui avait entraîné 1000 arrestations dans 19 pays. C'est quand même beaucoup, ça veut dire que même ici, chez nous, donc effectivement, l'économie criminelle est en train de se développer avec des pertes estimées que ces groupes ont causé de plus de 193 millions de dollars. Au niveau de la deuxième famille, on va dire des enjeux ou bien des cyberattaques, on va parler des renseignements et de l'espionnage. Les cas qui illustrent ça le plus en Afrique, c'est les cas de l'Union africaine, notre chère institution, au niveau de Addis Abeba, où en 2018, donc, on s'était rendu compte, effectivement, dans un rapport publié qui est retrouvé, en fait, qu'on peut retrouver sur Internet. Donc, il y avait une salle, un data center qui avait été offert par la Chine pour l'institution. Ces data centers ont été équipés, effectivement, avec les serveurs Next Generation et tout ce qu'on veut. Mais l'enjeu, c'est qu'effectivement, on s'était concentré sur la sécurité de ces outils de façon superficielle. Donc, les gars, la personne qui a construit ou bien l'entreprise qui a construit, on va dire les serveurs en soi, effectivement, elle crée une interface d'installation qu'elle va vous donner où vous allez faire des configurations, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est sur l'interface, c'est seulement ça qu'on peut faire. Donc, derrière, eux qui ont fabriqué ces outils, ces serveurs, ces machines, ces ordinateurs, ont peut-être caché des fonctionnalités dont vous n'avez pas accès via la console d'installation. C'est typiquement ce qui s'est passé à Addis Abeba, donc au niveau de l'Union africaine, entre 2000, ça a duré 6 ans quand même, je pense, depuis 2012 donc à 2018, toutes les données, que ce soit les flux des caméras, donc les sessions extraordinaires, les sessions privées, les sessions à huis clos, les données stratégiques liées à ça et ça ont permis effectivement ont été transférées chaque jour durant 6 ans au niveau de la Chine, donc pour des renseignements. Et ce qu'on voit dans les documents officiels, on appelle ça de l'intelligence économique. Prendre un peu de l'avance, quels que soient les moyens utilisés pour avoir de l'information sur les prochains clients en vue, on va dire, de notre politique monétaire ou des choses comme ça. Donc, bref, ça, c'est un cas qui illustre ce qu'on appelle, nous, espionnage. Après, il y a d'autres thèmes beaucoup plus politico, machin, intelligence économique et autres que les gens vont utiliser, mais c'est de l'espionnage, c'est des renseignements, c'est pas éthique et on est tous d'accord. Il y a d'autres cas, des documents au niveau confidentiel qui avaient donc été attribués à des espions aussi chinois en 2007. Ça remonte justement à longtemps. C'est pour montrer en fait que c'est pas un problème qui est récent, c'est pas un problème d'aujourd'hui, ça date. Les États se sont préparés, les cyberattaquants se sont préparés depuis longtemps, en 2007, donc là, d'un centre nucléaire au niveau donc, de l'Afrique du Sud, euh, qui avait été également aussi infiltré pour les buts d'espionnage. On a pas mal de campagnes d'espionnage aujourd'hui qui ont également donc visé des entreprises minières pour dérober des données techniques ou géologiques qu'on peut retrouver dans ces liens. En Afrique, on a plusieurs autres cas, Ethiopian Information Network Security Agency. On a des logiciels espions sophistiqués comme Pegasus aujourd'hui qu'on appelle, donc qui aurait infecté des systèmes informatiques de plus de 11 pays africains qu'on retrouve consignés donc dans des rapports d'analyse qui sont utilisés. Donc, Pegasus, c'est un outil d'espionnage aujourd'hui qui est vendu de façon officielle par l'État israélien pour certains gouvernements pour leur permettre
de contrôler, comme on dit, pour la sécurité nationale ou pour la lutte contre le terrorisme ou d'autres choses, mais effectivement, on sait l'utilisation de Pegasus aujourd'hui sur les continents africains, d'ailleurs, qui est le premier client de cette entreprise qui s'appelle NSO, une entreprise israélienne. C'est l'Afrique qui génère le plus de chiffres de revenus à cette. Donc, l'espionnage, non seulement externe, mais aussi interne, à travers les actions gouvernementales et autres. On a d'autres cas, donc la grande famille de sabotage. On a quelques cas au niveau du Cameroun visé donc, par tout ça, au niveau de l'Afrique du Sud en juin 2021. Qui avait créé d'ailleurs une crise logistique sur la chaîne logistique, donc au niveau du port en Afrique du Sud, au Nigeria en avril 2025, là, qui avait visé donc un groupe pétrolier. On a Dangote, bien sûr, au Nigeria, qui avait également été saboté via donc l'informatique à distance pour empêcher notamment donc son ambition d'aller produire je ne sais pas combien de nombre de barils par jour et tout ça. Donc, on a grosso modo, donc, je parle des trois catégories des menaces aujourd'hui, on va dire la cybersécurité pure, donc qui attaque les systèmes, les entreprises et autres. On a les cas des renseignements et on a les cas des sabotages. On va regarder quelques données. En Afrique, volume des attaques, quelques chiffres, hein, et ces chiffres-là, il faut les considérer comme des chiffres, parce que ces chiffres proviennent souvent c'est pas souvent, c'est toujours provient d'un éditeur de logiciels, on va dire des cybersécurité, soit des EDR, donc des antivirus ou bien des SIEM. Typiquement, là, c'est Checkpoint. Donc, ça veut dire que c'est seulement les utilisateurs ou les utilisateurs qui utilisent donc leur logiciel. C'est juste une toute petite partie, voilà, des secteurs ou bien, voilà, du pays, qu'est-ce que ça concerne. Donc, on n'a pas de données de façon globale. Donc, on peut s'imaginer que de façon globale, les données sont beaucoup plus catastrophiques que ça. On a ensuite, en Sud-Soudan, donc on voit, d'après Checkpoint, 93 millions de tentatives d'attaque qui se sont produites en 2025. Ça, c'est en moyenne, je pense que c'est la moyenne mensuelle. Non, moyenne annuelle plutôt. On a en Afrique du Sud à peu près 42 millions d'attaques. Égypte, 25 millions, Nigeria, 23 millions, Maroc, 18, Algérie. Les types de menaces qui prédominent sur cet échantillon, on va dire. Donc, ce sont des rançongiciels. Ce qu'on constate aujourd'hui, rien qu'avant-hier, on parle de la trésorerie, de la direction du trésor, je pense, du Sénégal, qui a rencontré les mêmes soucis. On va peut-être en revenir pour en discuter. Afrique du Sud qui montre 17 millions ou 17 millions donc de détections de cyberattaques visant l'économie de ces pays. Égypte, on a des compromissions, d'autres types de menaces, donc compromission des emails professionnels, les vecteurs les plus utilisés aujourd'hui par les cybercriminels pour entrer dans les réseaux. Donc, qui se base effectivement sur l'humain parce qu'il faut récupérer les comptes d'un humain. Il y a plusieurs méthodes, il y a mille et mille manières d'en arriver à leurs soins. Et la meilleure réponse au niveau de la défense, c'est la sensibilisation parce que c'est l'humain directement. Donc, la compromission reste, les emails restent les vecteurs les plus essentiels aujourd'hui pour entrer dans les systèmes d'entreprise ou d'une organisation de façon globale. On a également donc maintenant avec l'IA générative qui crée des choses, ce qu'on appelle des sextorsions numériques, créer des fausses images de la nudité, tout ça pour compromettre l'image des personnes, des dirigeants, des choses comme ça. Donc, ces cas-là sont aujourd'hui les trois vecteurs, on va dire, les plus prédominants en termes de menaces en Afrique. Au niveau du secteur financier, on voit 30% des cyberattaques de plus, donc en plus que tous les secteurs au niveau de l'Afrique. Et en termes de pertes moyennes qui sont estimées à 770 millions, non, 770 000 donc, euros, de pertes moyennes par attaque. Une attaque, c'est ce que ça cause en moyenne, 700 et quelques millions d'euros.
Au niveau de l'infrastructure critique, donc, on a les centrales électriques, les systèmes de santé de plus en plus digitalisés aussi qu'on compromet pour voler des données personnelles qui peuvent être revendues après via des canaux à qui ça intéresse. Au niveau des réseaux télécoms qui sont souvent paralysés aussi par des cyberattaques. Au niveau du gouvernement, les ministères, les agences publiques sont régulièrement ciblées. C'est l'exemple donc de l'autorité, on va dire de l'autorité donc des routes au Kenya, même ici au Sénégal, on avait les cas des AGEROUTE il n'y a pas longtemps, je ne sais plus c'était quel mois de 2025. Au niveau des ministères de Défense et tout ça, donc on a plusieurs. Ici au Sénégal, on peut parler de la DGID récemment, on peut parler des trésors national avant-hier, on peut parler, il y a plusieurs exemples. Et ça, c'est seulement des attaques qui sont révélées au grand public qu'on peut constater. En termes d'impact économique et des coûts, le coût global aujourd'hui estimé de la cybersécurité et de la cybercriminalité, comme je l'ai dit, est de 3,5 milliards d'euros. Les coûts moyens d'une infection par malware pour une entreprise, ça coûte à peu près 9 000 euros pour revenir à une situation moins dérangeante. Les défis qu'on a principalement, donc, ce sont des défis structurels. 90% aujourd'hui des pays reconnaissent les failles majeures dans leur dispositif de détection et d'enquête. On a seulement 30% disposent aujourd'hui des systèmes de signalement d'incidents. Seuls 19% possèdent une base de données de cybermenaces au niveau national. Au niveau de la sensibilisation, on constate donc, seulement, on va dire 6% des incidents sont découverts par les employés et même la plupart, c'est via soit les journalistes, soit via les clients directement qui constatent l'anomalie et remontent et puis après check, on se rend compte que c'est une cyberattaque. On a 75% des organisations n'utilisent pas encore des techniques, on va dire, des tests de sécurité de façon régulière. Et au niveau des cadres juridiques, seulement 15 pays aujourd'hui en Afrique ont ratifié la Convention de Malabo, qui est notre seul document aujourd'hui sur le plan continental pour unifier, on va dire, la stratégie cybersécurité au niveau national. Et 75% des pays estiment que les cadres juridiques et leurs capacités des prosécutions donc, ont besoin d'amélioration. Alors, globalement, en Afrique, aujourd'hui, on peut se dire, les constats qu'on fait, c'est que on constate chaque jour des attaques par-ci, des attaques par-là. On se dit, l'État doit répondre, l'État doit faire, mais le problème qu'on a globalement en Afrique, c'est que même au niveau étatique, il y a un constat qui se dégage, c'est qu'en Afrique, à exception près des pays que moi j'ai fréquentés, que je connais dans le cadre des missions où ça fonctionne bien, la réponse aux cybersécurité, c'est globalement des pays qui ont réellement une doctrine nationale de cybersécurité. Parce que quand on voit les enjeux, il ne suffit pas de coordonner, d'avoir une sorte de sapeur-pompier pour répondre aux enjeux. Une doctrine de cybersécurité d'un pays, c'est quoi? C'est un document officiel stratégique qui va définir donc la vision, les principes, les priorités et surtout les règles d'action de l'État en matière de cybersécurité. Quand on prend l'exemple de Luxembourg, où je fréquente maintenant beaucoup, depuis plus de 3 ans, la doctrine de Luxembourg par rapport à la cybersécurité, c'est de dire que nous, ici au Luxembourg, notre économie est basée principalement sur les secteurs, en fait, sur les systèmes financiers qu'on a de façon globale. Donc, c'est ça qui a justifié que l'Agence nationale de la cybersécurité de Luxembourg, elle est directement rattachée au ministère de l'économie et du numérique parce que c'est pour se rapprocher beaucoup plus. Ils veulent une cybersécurité où les entités peuvent venir se confier à l'État, peuvent venir parler de leurs mots. Un environnement déjà de confiance. Le ministère de l'économie, on va dire de l'économie et des finances de façon globale, n'a pas des dents contre la population, n'a pas de... Donc, déjà, des positionnements. Après, ce qu'on fait pour protéger l'économie de façon globale, c'est que l'État apporte comme contribution pour encadrer, pour organiser de façon globale. Aujourd'hui, en Afrique, de façon générale, c'est ce qui nous manque.
On a souvent des documents parce qu'effectivement, tel bailleur a dit qu'il doit financer, il nous faut une stratégie nationale de cybersécurité, il nous faut une agence nationale de cybersécurité. On le fait tous en mode forme et forme, mais de façon globale, ça n'est qu'à rien. Aujourd'hui, on pose la question à n'importe qui dans nos pays, c'est quoi la doctrine de cybersécurité du Mali, du Sénégal? Il n'y a pas de réponse. On sait juste répondre qu'on a une stratégie nationale. OK, qui vise à faire quoi? Ben, c'est comme l'armée, effectivement, on met des soldats en place. Quand il y a un incident, on répond. Aujourd'hui, au Canada, leur doctrine de cybersécurité, c'est clair. Ils considèrent que les enjeux de cybersécurité dépassent des enjeux purement techniques ou des enjeux juste, voilà, un secteur isolé. Pour eux, aujourd'hui, c'est clairement un enjeu de sécurité nationale. Le Canada, c'est au niveau du Québec, on va dire Québec, c'est le seul pays aujourd'hui qui a un ministre, un ministre national de cybersécurité. Il se prépare pour la guerre. Il contre les attaques. Il répond comme dans un système de guerre. Ils ont des généraux au niveau de la cybersécurité. On voit d'autres exemples des pays. Au niveau de la France, ça a été positionné au niveau de la primature pour tel enjeu, pour tel enjeu. Donc, principalement, tous ces pays aujourd'hui qui arrivent à s'en sortir un tout petit peu, ça, pourquoi ils font ça? C'est-à-dire, quelle est leur priorité? Malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque et le secteur, il est aujourd'hui assez pollué parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose, on voit la réponse qui sort de partout, de n'importe quoi. Machin, il manque d'ambition, il manque de vision, il manque d'organisation de façon. Donc, en pratique, quand on dit une doctrine, elle répond à des questions. Quels sont les intérêts numériques à protéger? Qui fait quoi en cas de cyberattaque? Comment protéger les administrations, les banques, les infrastructures critiques, les opérateurs télécoms, l'armée, etc. Quelle coopération avec les secteurs privés et les partenaires internationaux? Quelle politique sur la souveraineté numérique, donc les données, les clouds, la cryptographie? Comment développer les compétences et la résilience nationale? Une doctrine, elle est généralement plus opérationnelle qu'une politique, plus opérationnelle et plus politique, on va dire, qu'une simple stratégie. Ce qu'on trouve dans une doctrine nationale, c'est la vision nationale, protéger la souveraineté numérique, garantir la continuité des services essentiels, renforcer la confiance numérique. On retrouve des points sur la gouvernance, les rôles du gouvernement, l'autorité nationale de cybersécurité, donc en soi, qui est l'organe exécutif de tout ça. On a un centre de réponse aux incidents qu'on appelle communément soit CERT, soit CICERT. Les ministères concernés, donc les obligations des opérateurs critiques envers l'État par rapport aux enjeux de cybersécurité. On a un autre volet sur la gestion des menaces ou des cybermenaces, donc la cybercriminalité, l'espionnage, les ransomware, les attaques contre les infrastructures critiques, la désinformation, le cyberterrorisme et autres. Au niveau des protections donc, des infrastructures critiques, sensibilité des secteurs, finances, énergie ou santé, télécommunications, transport et autres. Et les volets réponse aux incidents. Donc, une coordination nationale, la gestion des crises à l'échelle voilà, de la réponse, les partages d'informations, un cadre de notification des incidents, un cadre juridique et réglementaire, donc les lois cyber du pays, la protection des données à caractère personnel, les lois sur les preuves numériques, quelles soient les preuves débattables ou pas, les obligations de cybersécurité et de sécurité, on va dire, et aussi les sanctions prévues. Il y a les volets développement des capacités, la coopération internationale et autres. Donc, globalement, aujourd'hui, nos pays sont dotés des stratégies nationales pour certains. Je pense que on a 30 pays, je pense, sur les 54 qui ont une stratégie nationale de cybersécurité. Et parmi ces 30-là, il y en a peut-être deux seulement, donc je ne vais pas peut-être citer les noms, qui ont une vraie doctrine, on va dire, de cybersécurité. Donc, la différence qu'on va faire entre une stratégie et doctrine nationale, c'est que la doctrine, c'est réellement ce qui lead l'action de l'État par rapport à cet enjeu. Et la stratégie, ça reste un document stratégique, d'ailleurs, qui doit être disponible normalement. C'est un document public, mais qu'on constate dans certains de nos pays. Le document aujourd'hui, il est même introuvable, on ne les publie pas, on ne sait pas pour quelle raison.
pour que les citoyens ou bien les acteurs de l'économie puissent savoir quel est leur rôle, qu'est-ce qu'ils doivent faire et puis quelles sont les capacités, parce qu'on ne peut pas, une entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son... Aujourd'hui, face aux enjeux qu'on a de façon globale, on ne peut pas lui demander de tout faire, c'est pas possible. On ne peut pas se protéger contre tout. Aujourd'hui, on peut se mettre en fait, on peut avoir des moyens pour se protéger d'un certain, mais aujourd'hui, quand vous avez un État qui vous attaque, un État, il a les moyens, un État, il a des ressources, il a des compétences qui, voilà, qu'une entreprise à ce niveau n'a pas ces capacités. Si c'est un État qui vous attaque, forcément, il doit vous atteindre. Donc, c'est pour tout ça qu'aujourd'hui, les réels problèmes au niveau de la cybersécurité de façon globale en Afrique, c'est un problème d'organisation et de vision. Donc voilà, en termes d'exemple, on peut dire qu'un pays peut avoir une stratégie nationale de cybersécurité. On en voit chaque jour une stratégie nationale de cybersécurité 2025-2030 et tout ça. Puis une doctrine maintenant nationale de cyberdéfense, puis des politiques sectorielles pour les secteurs des banques, pour les secteurs administratifs, on va dire pour les télécoms, énergie et autres. Donc voilà, pourquoi c'est important? Parce qu'une doctrine doit permettre d'éviter les réactions improvisées, d'avoir une chaîne claire de responsabilités, d'assurer une coordination nationale, de renforcer la confiance des investisseurs et des partenaires et de protéger de façon globale l'économie numérique. Alors, on a quelques exemples, France, Luxembourg que je viens de citer. Alors, pour aller ici, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'ampleur économique et stratégique prise par la cybercriminalité à l'échelle mondiale et particulièrement en Afrique. Donc, avec un coût estimé aujourd'hui à 380 milliards de dollars en 2024, donc, et une croissance continue donc, de plus de 12% par rapport donc, à l'année précédente, la cybercriminalité est désormais considérée donc, comme l'une des activités criminelles les plus lucratives du continent. Cette progression, on peut l'expliquer par l'accélération, bien sûr, de la transformation digitale ou bien de la transformation numérique de nos services, l'augmentation des usagers numériques et parfois même un niveau de maturité cyber qui est encore assez insuffisant dans plusieurs organisations. Et parallèlement, ce qu'on peut constater donc dans les graphiques, il y a un paradoxe important. Euh, Malgré donc la montée des menaces, seuls 13% des entreprises aujourd'hui évoquent régulièrement donc les questions de cybersécurité au niveau des comités exécutifs. Donc c'est encore considéré comme un problème technique. On recrute quelques ingénieurs, on leur donne des PC et puis protégez-nous. On achète des pare-feux et tout ça. Ça, regardez que ces personnes, il suffit qu'une seule attaque arrive au niveau de l'entreprise, ils n'ont aucune décision. Le DSI ne peut pas décider d'éteindre la production. Il ne peut pas arrêter les transactions quand il veut. Il peut pas, en réalité, l'enjeu, il est beaucoup plus stratégique que même technique. Et chaque jour, on voit effectivement, quand on vient de réponse aux incidents, des actions qui ont été faites, c'est parce que tout simplement le COMEX a délégué, la direction générale avait délégué cette tâche en pensant que c'était une tâche technique, tout simplement. Il faudrait juste avoir une bonne équipe et puis c'est tout, sans qu'ils regardent eux-mêmes en quoi est-ce que ça peut les concerner. Et ça, quand on fait une réflexion inverse, effectivement, lors d'une cybercrise, tous les enjeux liés à la cyber, à la réponse, sont des enjeux. On arrête l'activité, quelles sont les pertes à estimer, comment est-ce qu'on répond à ça, sur la réputation, comment est-ce qu'on doit gérer ça au niveau de la clientèle, au niveau de la communication officielle, tous ces enjeux-là. Donc, le COMEX doit forcément intégrer la cybersécurité aujourd'hui dans ses risques et qu'il ait un certain niveau de conscience par rapport à tout ça pour qu'il puisse apporter un leadership éclairé pour gérer, on va dire, les risques comme un risque stratégique plutôt qu'un risque opérationnel tout simplement. Et cela démontre qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ces chiffres-là, donc, ça montre que la cybersécurité reste trop souvent considérée comme un problème purement technique, alors qu'elle constitue aujourd'hui un enjeu stratégique, financier et de gouvernance. Les cyberattaques gagnent continuellement en surface d'attaque, en volume et en sophistication. Donc, les organisations sont désormais face à des menaces de plus en plus complexes,
les ransomware, les compromissions des clouds, les phishing ciblés, les attaques via l'intelligence artificielle, exploitation des vulnérabilités, donc via des partenaires tiers, ou des attaques par chaîne d'approvisionnement. Donc, on peut rentrer dans votre système à travers les interconnexions que vous avez avec vos partenaires. Euh, voilà. Donc, les conséquences aujourd'hui d'une cyberattaque dépassent largement les cadres informatiques. Elle va impacter directement votre chiffre d'affaires à travers donc, les interruptions des services, des activités, la perte financière ou les pertes financières et les coûts de rémédiation. Donc, elle affecte également, bien sûr, l'image, par la même occasion, l'image des marques, la réputation de l'organisation, entraînant parfois même une perte de confiance durable chez les clients. Ça, c'est très marquant souvent dans les institutions financières ou au niveau des partenaires et investisseurs. Donc, enfin, en fait, elles ont un impact majeur aussi sur la productivité en paralysant donc les opérations et en mobilisant donc des ressources importantes pour gérer aujourd'hui des cyberincidents. Ainsi, donc, la question, on peut le dire, n'est plus aujourd'hui de savoir, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, si on sera confronté à une cyberattaque, mais plutôt quand celle-ci va surviendre, en fait, surviendra plutôt, et dans quelle mesure elle sera préparée, on sera préparé à y faire face. Donc, cette réalité s'impose aujourd'hui aux entreprises, aux institutions d'adopter des approches proactives fondées sur la gouvernance, la gestion des risques, la sensibilisation des collaborateurs, la résilience opérationnelle et les investissements continus même dans la cybersécurité ou dans les capacités de cyberdéfense. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui cause ça? Notre contexte, on va aller voir sur ces graphiques-là. Aujourd'hui, la digitalisation est devenu un levier incontournable, on va dire un levier incontournable un levier incontournable de croissance, d'innovation et de compétition ou de compétitivité. Les entreprises, voilà, les administrations, les institutions accélèrent l'adoption de la technologie numérique. Voilà, des cloud, projets cloud ici, des services connectés, des outils collaboratifs pour améliorer donc leur efficacité et répondre aux enjeux ou aux nouvelles exigences des marchés. Euh, mais cette transformation numérique-là va forcément s'accompagner d'une augmentation significative des risques cyber, des risques cyber, donc du cyber. Chaque nouveau service qui sera connecté, chaque application qui sera déployée, chaque échange numérique va élargir la surface d'exposition donc des organisations. Bien sûr, la digitalisation va rester essentielle, mais dans ce cas, pour digitaliser, donc, on a un véritable défi pour les responsables, en tout cas pour les de la cybersécurité, donc pour les responsables de la sécurité des systèmes d'information, souvent qui n'existent même pas dans certaines organisations, qui doivent protéger, eux, euh, l'environnement numérique de plus en plus complexe, de plus en plus interconnecté. Donc, les premiers enjeux mis en évidence va concerner donc la multiplication des cyber-incidents. Les attaques aujourd'hui sont quotidiennes, on les voit, on les vit dans la presse partout et touchent tous les secteurs, sans distinction, les administrations publiques, les banques, les télécoms, santé, énergie, les PME même. Les cyberincidents ne sont plus uniquement des problématiques techniques, donc elles deviennent déjà des sujets stratégiques discutés au niveau des directions générales des conseils d'administration, bien sûr en raison de leur impact financier, opérationnel et réputationnel. Mais le deuxième défi est lié aussi aux compétences et aux ressources humaines. Les secteurs font face, on va dire, à une pénurie mondiale de talents qualifiés aujourd'hui en cybersécurité. Les organisations rencontrent beaucoup de difficultés à recruter dans ces secteurs, former et surtout retenir les compétences donc capables de répondre à cette évolution rapide des menaces. Cette rareté-là, donc, des compétences va fragiliser les capacités de nos entreprises de façon globale, donc de la défense, pour avoir une défense efficace et durable. Et de l'autre côté, donc, on dénote aussi une croissance ou une croissante donc, évolution de la réglementation sectorielle ou nationale ou autre. Les États, les organismes de régulation imposent désormais de plus en plus donc, des exigences plus strictes
en matière de protection des données, de résilience numérique et de gestion des cyber-risques. Donc, on a des cadres, même ici au Sénégal, on a des cadres aujourd'hui concernant la protection de données à caractère personnel, on va dire la RGPD sénégalaise et d'autres normes sectorielles imposées par la BCAO, par exemple, ou bien dans les secteurs énergétiques, je ne sais plus c'est quoi le nom des régulateurs. Donc, on a un peu partout l'augmentation ou bien la croissance de ces réglementations-là et qui vont continuer à venir pour renforcer les cadres globaux, protéger l'enjeu du secteur de façon globale. Voilà, donc on a donc des obligations envers les organisations à renforcer leur gouvernance, leur dispositif de conformité sous peine financière ou réputationnelle importante. Et cette situation donc, montre que la cybersécurité doit aujourd'hui être considérée comme un pilier stratégique de la transformation numérique. On ne peut pas transformer sans sécuriser. Les organisations doivent intégrer la cybersécurité dès la conception de leurs projets digitaux, renforcer les compétences internes, développer une culture de cybersécurité et mettre en place des mécanismes de gouvernance et de résilience, donc adaptés à un environnement numérique en constante évolution. Ce que vous voyez ici, aujourd'hui, la cybersécurité ne peut plus se limiter uniquement à empêcher les attaques. Parce que, comme je l'ai dit, on peut pas réellement se protéger. Il y a pas un risque zéro. Ça s'illustre très bien dans la cybersécurité. On ne peut pas être fort face à tout le monde. Il y a certains acteurs des cybermenaces qui, s'ils vous attaquent, s'il n'y a pas une coordination nationale ou même régionale, souvent, on ne peut rien faire contre parce que ce sont des attaques qui ont d'autres objectifs avec des acteurs qui ont des super moyens. Ça peut être des États, ça peut être des groupes criminels assez forts qui ont développé des capacités extraordinaires. Donc, on ne peut plus aujourd'hui penser la cybersécurité comme une question de se protéger, tout simplement. C'est limité uniquement donc à empêcher les attaques d'entrer dans nos systèmes d'information. Pendant longtemps, les organisations ont principalement investi donc dans des solutions de protection, de prévention, avec l'idée qu'il suffisait donc de construire une forteresse, on va dire sécurisée, pour éviter les incidents. Pourtant, aujourd'hui, l'évolution des menaces a montré qu'aucun système n'est totalement invulnérable. L'approche moderne de la cybersécurité repose désormais sur un cycle complet de gestion des risques et de résilience. Tout commence par la capacité à identifier. Ici, ce qu'on voit, c'est la représentation d'un cadre qu'on appelle NIST, qui cartographie, on va dire, les domaines clés au niveau de la cybersécurité d'une organisation. Donc, sur trois, il y a savoir identifier, protéger, recover, donc répondre et aussi détecter. L'approche moderne donc, va consister à considérer donc, un cycle complet de ces cadres. Tout commence effectivement par la capacité d'identifier ses actifs les plus critiques, comprendre ses risques, connaître ses vulnérabilités et avoir donc une vision claire de son environnement numérique. Sans cette visibilité-là, il devient difficile de protéger efficacement une organisation. On va toujours oublier quelque chose. La protection reste évidemment essentielle. Contrôler les accès, sécuriser les infrastructures, sensibiliser les utilisateurs, savoir gérer les vulnérabilités ou encore déployer des solutions de sécurité. Cependant, même avec des mécanismes de défense avancés, les cyberattaques finissent toujours, souvent par les contourner ou contourner certaines barrières pour arriver à leur fin. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les capacités de détection deviennent stratégiques. Une organisation doit être capable de surveiller son environnement en permanence afin d'identifier donc rapidement les comportements qui sont suspects, les anomalies ou bien les compromissions. Plus une menace est détectée tôt, plus les impacts peuvent être réduits. Mais détecter aussi n'y suffit pas. Il faut également être capable de répondre efficacement aux incidents, contenir l'attaque, coordonner les équipes, communiquer, limiter les dégâts et maintenir les activités critiques donc, opérationnelles. Donc, la gestion des crises cyber de façon globale devient donc une compétence essentielle pour toute organisation moderne. Euh, Enfin, la résilience aussi, elle est devenue, on va dire, un enjeu central. Après une attaque, l'objectif n'est plus seulement de réparer les systèmes, mais de rétablir rapidement les opérations, donc apprendre de l'incident qui s'est passé et renforcer les dispositifs existants.
Les organisations les plus matures ne sont pas forcément celles qui évitent toutes les attaques, mais celles qui savent résister, réagir rapidement et reprendre leur activité avec un impact minimal. Donc, cette évolution-là montre également un changement important dans les priorités d'investissement. Historiquement, la majorité des budgets étaient concentrés sur la prévention et la protection. Aujourd'hui, les entreprises comprennent progressivement qu'elles doivent investir dans la détection, la réponse aux incidents et la capacité de reprise afin de construire une véritable cyber-résilience. Euh, les attaques ciblées comptent aujourd'hui parmi les menaces les plus difficiles à identifier pour une organisation. Contrairement aux attaques opportunistes classiques, voilà, donc ces attaques sont souvent discrètes, des attaques qui sont ciblées parce que l'entité, les groupes ou bien l'attaquant vous étudie minutieusement, a une préparation sur une très longue période et ces attaques-là sont conçues pour rester invisibles le plus longtemps possible, donc à l'intérieur des systèmes d'information. Les cybercriminels privilégient désormais la furtivité plutôt que l'impact immédiat, afin de collecter des informations, compromettre des comptes sensibles ou préparer donc des actions plus destructrices. Les chiffres présentés ici montrent qu'en moyenne, une organisation met à peu près donc 191 jours avant de détecter une compromission dans son propre. Ça veut dire que 180 jours en moyenne dans les mondes où vous vivez, voilà, l'attaquant, vous travaillez avec lui, sans le connaître. Cela signifie qu'un attaquant donc, peut rester chez vous présent pendant plus de 6 mois dans un environnement sans être identifié. Dans certains cas extrêmes, la présence des attaquants a même duré plusieurs années. Donc, la plus longue présence qu'on avait, c'était 2287 jours avant que l'entreprise puisse savoir qu'il y a une attaque. L'attaque, généralement, on la découvre quand les cybercriminels publient directement qu'ils ont vos données, ils ont combien de gigas, de terras de données et que vous devrez payer pour les récupérer. Donc, cette réalité démontre les limites des approches de cybersécurité ou de sécurité traditionnelles basées uniquement sur la prévention. Un autre point préoccupant est que la majorité aujourd'hui des incidents, environ 60%, sont découverts par des acteurs externes. Donc, les partenaires, les clients, les fournisseurs de services ou parfois les médias. Cela montre que donc de nombreuses organisations ne disposent pas encore d'une visibilité suffisante sur leur propre environnement numérique ni des capacités de détection suffisamment matures. Une fois donc l'attaque détectée, le travail est loin d'être terminé. Les organisations doivent ensuite contenir l'incident afin d'empêcher bien sûr la propagation de l'attaque, limiter les impacts et protéger les actifs critiques. Cette phase de confinement prendra plusieurs semaines, car elle nécessite donc souvent des investigations techniques approfondies, ce qu'on appelle forensique, isoler des systèmes compromis et avoir une coordination entre plusieurs équipes. Donc vient ensuite la phase de rémédiation et de restauration qui consiste à corriger donc les vulnérabilités exploitées, nettoyer les systèmes, rétablir les services et renforcer donc les mesures de sécurité pour éviter une nouvelle compromission. Donc cette étape peut également être longue et coûteuse, notamment lorsque les infrastructures critiques ou les données sensibles sont touchées. Donc tous ces éléments montre que la cybersécurité moderne ne peut plus être pensée uniquement comme une capacité de protection, mais comme une capacité globale de détection, de réponse et de résilience. Donc, les organisations doivent investir davantage dans la supervision de sécurité, les centres opérationnels, donc ce qu'on appelle SOC, centres opérationnels de cybersécurité, sur la veille, donc les Street Intel ou CTI dans les jargons techniques, la gestion des incidents et les exercices des crises, afin de réduire donc les temps de détection et la réaction face aux attaques avancées. Ici, c'est les équipes qui pilotent la résolution des crises. Un rapport qui nous vient de Webstone en 2019, donc par rapport à leur propre CERT. Donc, une cyberattaque majeure, notamment un ransomware, ne se gère pas en quelques heures. Derrière chaque incident se cache une véritable crise
qui mobilise donc de nombreuses équipes internes et externes pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, en moyenne, une douzaine de personnes sont directement impliquées dans la gestion des incidents, mais dans les cas les plus critiques, plusieurs centaines d'acteurs peuvent être mobilisés comme des équipes IT, cybersécurité, direction juridique, communication, tout ça, et les prestataires spécialisés. Donc, ici, ce que je montre, c'est qu'une part importante, en fait, qu'une part importante donc, des interventions repose sur des partenaires externes tels que les experts donc, en réponse aux incidents, les analystes forensiques, les investigateurs ou encore les assureurs, les suiveurs. Donc, cela illustre que la complexité technique et organisationnelle des crises cyber modernes, les retours à une situation normale dépend fortement de l'ampleur de l'attaque. Un ransomware simple peut nécessiter environ une semaine pour restaurer un système ou bien les systèmes et reprendre l'activité. En revanche, une attaque plus destructive donc, ou propagée dans les réseaux peut demander plusieurs semaines de travail pour contenir l'incident, reconstruire les infrastructures critiques et sécuriser l'environnement donc avant une reprise complète des opérations. Dans les cas les plus graves, il ne s'agit plus seulement de restaurer les systèmes, mais de reconstruire un environnement de confiance sain. Donc, réinstallation des infrastructures, réinitialisation de tous les accès, nettoyage des systèmes compromis et réintégration, donc sécuriser les données. Cette réalité rappelle que la cybersécurité aujourd'hui est un enjeu majeur de résilience opérationnelle et de continuité d'activité. Alors, ici, on a, en fait, on a une organisation. C'est pour montrer l'organisation criminelle au niveau des cyberattaques. On commence à savoir quand on entend un groupe ransomware, comment. Ça, c'est en 2019. En 2021 plutôt, donc il y avait Conti, l'un des groupes les plus prolifériques donc des mondes qui avait éclaté et qui avait décidé de divulguer les informations internes, ce qui a permis d'ailleurs aux chercheurs en cybersécurité de comprendre réellement c'est quoi une organisation d'un groupe ransomware, comment est-ce qu'ils sont constitués. Conti, c'était un groupe russe qui avait constitué des Russes et des Ukrainiens. Donc, quand il y a eu la première attaque entre l'Ukraine et la Russie, donc ils ne se sont pas entendus parce que ces groupes-là vont aller soutenir une cause politique d'un pays et tout ça. Donc, il y avait des divergences et finalement, la tension a fait éclater d'ailleurs pour les biens de nous tous. On a pu comprendre comment est-ce que ça fonctionne à l'interne. On a compris enfin un groupe de ransomware, c'est vraiment une entreprise bien taillée sur mesure avec une organisation claire. Conti, en fait, il avait plus de rançon, au moins 180 millions en Bitcoin entre les temps où il a eu, donc entre 2019 à 2021. Donc, en 2 ans d'activité, il a pu avoir une rançon de plus de 180 millions de dollars. Mais ce qu'on constate, c'est que dans les documents donc, qui avaient été divulgués donc, après l'analyse, 70% étaient reversés à ses affiliés. Donc, les affiliés, c'est quoi? Ce sont des prestataires à lui. Donc, dans les forums des Darknet aujourd'hui, ce sont des entreprises, c'est toute une chaîne de valeur qui est constituée où chacun tire profit de ses activités. Soit donc un chiffre d'affaires de 45 millions de dollars qui avait été renversé à des affiliés. Donc, lui, il avait 30%, 30% de tous ces montants. Donc, on dit, de façon globale, il avait généré un bénéfice net de 16 millions de dollars. Bien sûr, en fait, un retour sur l'investissement qui est estimé donc à plus de 163%. Dans l'organisation, on retrouve, dans leur organisation, donc dans les papiers divulgués, on retrouve qu'ils ont une organisation qui comptait à peu près entre 80 et 100 employés. Les salaires moyens des employés étaient de 180 dollars US, donc comparativement au contexte donc, économique des riches, c'était 3 fois les salaires d'un développeur riche. Donc, parmi les 60 000 messages et chats et fichiers voilà, qui avaient été analysés ou des rapports ont été produits, donc on retrouve qu'ils ont une organisation, ils ont un département RH, un département de négociation avec donc,
les attaquer. Un département de training, ça veut dire qu'il peut prendre n'importe qui, tant qu'il a l'ambition et l'appétence, il peut apprendre chez eux ou renforcer les capacités des équipes quand il y a une nouvelle technique qui a été développée et tout ça. Ils ont un département de blockchain et aussi ils ont des teams. Ils ont des équipes spécialisées. Donc, des équipes spécialisées pour le secteur financier ou même pour des régions. On a des équipes spécialisées pour l'Afrique, pour l'Europe et tout ça parce que finalement, quand on voit par région, on constate que la plupart utilisent presque les mêmes infra. C'est les mêmes RSSI qui étaient ici, qui s'est retrouvé là-bas, il a reproduit les mêmes schémas d'architecture, il a fait. Donc finalement, quand on regarde les systèmes, même ici au niveau de l'IMA, quand on fait les comptes, je pense que les commissaires au compte peuvent en témoigner. J'ai participé à plusieurs missions d'audit IT, mais on constate d'une organisation à une autre, on a presque les mêmes outils, c'est les mêmes core banking, c'est les mêmes EDR qu'on utilise, c'est les mêmes bastions pour protéger les... C'est la même chose. Donc, ils ont des équipes spécialisées qui sont capables, on va dire, spécialisées dans une région où ils savent que c'est les mêmes efforts qu'il faut pour compromettre telle banque à telle banque et tout ça. Donc, voilà. On a ici cette image-là que je vous montre. Donc, c'est illustre ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrialisation même des ransomware. Euh, des cybercriminels ont commencé à produire en fait des guides et des manières destinées à former d'autres hackers à mener des attaques ransomware. Ces manières-là ont commencé à apparaître à partir de 2021 et leur objectif, c'était clair, démocratiser les méthodes d'attaque et permettre donc à des criminels moins expérimentés d'apprendre étape par étape comment infiltrer des réseaux, élever leurs privilèges, déployer des ransomware et négocier des rançons. Donc, tout ce qu'il faut en fait pour remonter un groupe d'attaque. Ces documents-là fonctionnaient quasiment comme des supports de formation professionnelle, donc méthodologie d'attaque, outils recommandés, techniques d'évasion, exploitation des vulnérabilités, mouvements latéraux dans les réseaux et procédures donc de chiffrement des systèmes. Cela montre à quel point aujourd'hui la cybercriminalité moderne s'est professionnalisée et structurée comme une véritable industrie. Cette évolution aussi, elle est directement liée au modèle aujourd'hui qui est au modèle ransomware as service, donc qui permet en fait à des groupes criminels de louer leurs outils à des affiliés. Donc, exactement comme des services commerciaux classiques. Donc, des groupes comme Conti, Redville, Lockbit ont contribué fortement à transformer les ransomware en véritable écosystème économique structuré avec recrutement, support technique, partage des revenus et spécialisation des rôles. Le fait même que ces manières-là existent démontre que les ransomware ne sont plus des attaques isolées menées par quelques individus, mais une activité cybercriminelle mature, organisée et transmissible et qui ne va jamais s'arrêter, malheureusement. Donc aujourd'hui, les attaquants partagent leurs méthodes, forment de nouveaux affiliés, industrialisent leurs opérations et c'est ce qui explique la multiplication et la sophistication croissante des attaques à travers les mondes. Parallèlement, nous, côté défense, aujourd'hui, chacun se protège tout seul. On a presque euh, aucun moyen de bâtir, en tout cas à date, ça n'existe pas dans notre région, au niveau de l'Afrique de façon globale où la défense, tel secteur financier s'organise pour dire, malgré qu'on est concurrents sur les activités, voilà, et tout, sur la cybersécurité, faisons front commun, partageons nos connaissances, partageons ce qu'on a découvert pour que l'autre puisse se protéger et tout ça. Et c'est d'ailleurs tout ça l'enjeu aujourd'hui pour que les régulateurs au plus haut sommet, les États et tout ça puissent jouer leur rôle, on va dire, de mettre en place un écosystème favorable en fait à la défense de l'économie de façon globale. Mais de façon isolée, chacun défendra avec ses moyens. On ne va jamais arriver à, à, à faire mal de l'autre côté. Dans les manuels ici, c'est juste quelques faits ou les contenus du manuel illustré. Donc, comment c'est écrit dans les manuels, on a ça. Donc, les ransomware, de façon, comment déployer un environnement donc, comment monter son infrastructure de malveillance pour commencer donc, à industrialiser la cybercriminalité, à vendre la cybercriminalité. On a quelques exemples ici, des différentes pages. On a
dans les lots de la formation, effectivement, des outils qu'ils vont donner à disposition des cybercriminels qu'ils peuvent exploiter dès aujourd'hui pour tenter voir si ça marche. Donc, pas besoin d'avoir des compétences en développement ou quoi que ce soit. Il suffit d'investir, d'acheter la formation, de comprendre comment ça fonctionne et on a les outils pour aller faire de l'argent. Euh, Ici, c'est encore une installation. Je fais exprès de mettre ça pour... tout à l'heure, je disais que l'Afrique est en train de devenir le terrain expérimental des cyberattaquants. Ici, c'est une illustration parfaite. On voit dans cette capture les formateurs qui proposent gratuitement donc son manuel de formation et ses outils gratuitement. Et au-delà de ça, propose à ses élèves de s'exercer directement dans des environnements réels compromis. Ici, c'est l'exemple d'une organisation africaine, donc une société d'oil, gaz et électricité en Afrique, où il dit je vous donne la formation gratuite, je vous donne les outils gratuits et tout ça. Payez juste ça à 3 500 $ et vous allez vous faire un revenu estimé à 20 millions de dollars. Vous avez les accès. Moi, j'ai pris les accès, j'ai tout fait. Donc, je vous donne accès à cette entreprise et allez faire votre cyberattaque et puis commencez votre propre activité basée sur, basée sur donc au niveau de l'Afrique dans une organisation donnée. Voilà votre premier client. Donc, voilà. Ça, c'est juste une provocation, mais ce sont des faits réels. Euh, les malwares aujourd'hui, voilà, on a des malwares qui sont vendus avec des supports 24 sur 24. Les coûts des malwares, donc on achète les malwares à 249 $. Ce qu'on nous donne dans les packages, un support en ligne via email et messagerie instantanée 24 sur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a des supports de l'assistance technique, on a même des garanties si ça marche pas, ou bien les cybercriminels qui ont vendu viennent renforcer, en tout cas viennent aider les participants à apprendre même de ces outils et à pouvoir faire sa malveillance. Ici, globalement, tout à l'heure, j'avais dit 191 jours. De façon globale, comment ça se passe? Une attaque, ça commence d'abord par l'analyse. Donc, les gens analysent, les cyberattaquants analysent votre entreprise, voient est-ce que voilà, c'est facile d'accès ou pas, est-ce que j'ai des chances à me faire payer, est-ce que tout ça, tout ça. Après, ils exécutent et ce qu'on constate de façon globale, les attaquants n'arrive à avoir l'attaque que les jours où l'attaque est réellement passée, c'est-à-dire les jours où le ransomware est détecté sur les machines d'un caissier ou d'un directeur, voilà, les données, on ne peut plus accéder à les données. Pendant tout ce temps, l'attaque, le côté de la défense, on ne s'était pas organisé. Pourtant, pendant toute cette période-là, plus de 200 jours de préparation, en tout cas où l'attaquant est en liberté dans votre système d'information, vous avez plusieurs moyens pour pouvoir les détecter. C'est pourquoi, parce qu'aujourd'hui, on fonctionne sur la gouvernance cybersécurité réactive. On attend de voir l'événement avant de réagir. On ne part pas chercher l'événement. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de changer d'approche et d'aller vers la proactivité, d'aller à la recherche des malveillants chez nous-mêmes à travers plusieurs de la gouvernance d'abord parce que c'est d'abord une question d'organisation, après les outillages, et puis voilà. Donc ça, c'est une illustration complète de comment se passe une attaque et combien de temps l'attaquant reste chez vous sans que vous puissiez les détecter en moyenne dans le monde, à peu près 200 jours. Et après, tout ce qui suit, c'est la gestion des conséquences. Vous allez gérer une crise, vous allez gérer les partenaires, tout ça, et puis voilà. Euh, Ça, c'était des panoramas que j'avais ajoutés un peu plus. Je vais vous éviter des chiffres comme ça, mais la tendance globale aujourd'hui en Afrique, en moyenne, elle est de 1984 tentatives d'attaque par semaine qui suivit une organisation. En moyenne, c'est ce que Checkpoint avait révélé chez les clients où ils ont des équipements donc, comme antivirus, comme Parfait, des choses comme ça. Donc, à peu près 2000 attaques par semaine qu'une entreprise, tentative d'attaque qu'une entreprise suivie. Parmi ces 2000-là, un jour, il va forcément passer. 25 000 incidents confirmés et à peu près 130 000 événements détectés en 2024 au niveau monde, bien sûr. Les coûts globaux
Juste un rappel, est à peu près aujourd'hui 10 milliards donc, de dollars en 2025. Le coût moyen d'une violation des données, tout secteur confondu aujourd'hui, elle est de 4,6 millions de dollars et elle peut atteindre dans certains cas, jusqu'à 10 millions de dollars pour les secteurs, par exemple, de la santé, où il y a beaucoup d'enjeux de protection des données personnelles qui rentrent en jeu, où les régulateurs là-bas ne s'amusent pas beaucoup, surtout dans les zones comme Amérique, Europe et tout ça. La menace globale en termes de ransomware et sextorsion, ça va de même. Elle a augmenté de plus de 46% des victimes en 2023. Les phishing, donc tout ce qui est compromission des mails, elle est en forte augmentation. C'est l'un des vecteurs principaux en Afrique et dans le monde entier. Exploitation des vulnérabilités connues. Généralement, ce sont des vulnérabilités qui sont connues. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la pratique? C'est qu'il y a une vulnérabilité, une équipe DSI qui reçoit une vulnérabilité. On n'a jamais décidé de faire une procédure vraiment opérationnelle pour que quand une vulnérabilité arrive, on a prévu des modes opératoires pour pouvoir patcher cette vulnérabilité ou bien isoler le système en attente parce qu'il y a des enjeux de production. On ne peut pas patcher un serveur à n'importe quelle heure et tout ça, c'est vrai. Mais il y a des mécanismes qu'aujourd'hui, presque personne n'a mis en place parce qu'on n'a pas réellement une réelle politique de gestion des incidents. Mais on s'est dit, OK, l'alerte, elle m'a été remontée. Si jamais je suis connecté à un feed d'éveil, un centre de partage d'informations ou bien un CSERT qui m'envoie qu'il y a une alerte critique sur tel actif numérique qui me concerne peut-être ou pas, et que je regarde effectivement, je dis ça, mais à quel moment je les patch? Très souvent dans la pratique, poser cette question à vos DSI, ils vont vous répondre. À quel moment on fait la mise à jour, on fait application des patchs de vulnérabilité chez nous? Très souvent, les attaques passent par des choses qu'on connaît déjà. Donc, la vulnérabilité, elle est là, on sait qu'on est vulnérable, mais on décide de ne pas patcher jusqu'à tel jour, tel jour. Aujourd'hui, le temps moyen d'exploitation d'une vulnérabilité lors de son apparition à son exploitation est de moins de 24 heures dans le monde de façon globale. Et avec l'IA, aujourd'hui, dans les rapports, les projections montrent que l'exploitation de vulnérabilité de sa publication à la première exploitation va passer de à peu près 24 heures à 6 secondes. Pourquoi 6 secondes? Parce qu'aujourd'hui, les outils criminels qui sont dopés de l'IA ont cette capacité de réduire considérablement leur effort et voilà, des développements des malwares, des développements d'exploits et tout ça. Donc, ça va être instantané. Ça sera une guerre où, si on n'est pas prêt, là, ça va être compliqué. Il y a de la menace interne aussi souvent qu'on oublie, les erreurs ou les abus des employés, à peu près, qui est la cause principale de plus de 30% des incidents dans le monde. Les secteurs les plus ciblés, bien sûr, ici, ça c'est dans le monde de façon globale, mais en Afrique, tout à l'heure, j'avais dit, sinon c'est le secteur financier qui est le plus impacté après l'administration. Mais dans le monde de façon globale, études et recherches, parce qu'il y a beaucoup d'espionnage entre États, bien sûr. Au niveau des gouvernements et de la défense, donc espionnage, sabotage, vol des données, au niveau des télécommunications et des médias, au niveau des industries, donc les industriels de façon globale, et au niveau de la santé. En Afrique, on a des champions, en tout cas, où peut-être que c'est eux qui ont une visibilité un peu plus, ou une maturité au niveau étatique un peu, donc ils ont des données quand même élevées. Au Kenya, 2,5 milliards de menaces détectées au premier trimestre de 2025, soit une augmentation de plus de 20%, de 200% plutôt par rapport à les semestres passés, donc de 2024, les derniers semestres de 2024, trimestre plutôt de 2024. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, globalement, on a 131 millions de menaces web détectées en 2024, 60 millions de clics sur des liens phishing, voilà, et des pays qui sont fortement ciblés. Moi, je ne veux pas les appeler des pays, en tout cas, qui savent qu'ils sont vraiment ciblés. On a Nigeria, Kenya, Ghana, Éthiopie, Ouganda et Zimbabwe. Donc, les secteurs, au niveau de l'Afrique, c'est les gouvernements, c'est la télécommunication, FinTech, l'éducation aussi.
les coûts de l'impact des pertes financières qui ça engendre, c'est plusieurs milliards de dollars par an liés au donc, cyberfraude qu'on peut retrouver dans les rapports d'Interpol et des Smart Africa. On a les opérations de l'Interpol récemment, donc entre juin et août 2025, qui avaient conduit à plus de 1209 arrestations dans 18 pays africains, y compris le Sénégal et Côte d'Ivoire, ici dans notre zone, IMOA. 97 millions de dollars récupérés suite à cette opération de l'Interpol. On a les PMI qui sont fortement vulnérables, adoption lente donc des services de cybersécurité liés aux moyens et tout ça. Et on a un besoin forcément de trouver des solutions locales pour pouvoir protéger toute la chaîne de l'économie. L'intensité croissante aussi des cyberattaques, voilà quelques chiffres que je vais vous éviter de lire. 68% des cyberattaques en Afrique sont ciblées. Afrique, plus de 20% des cyberattaques en 2013 par rapport à 2022, donc une augmentation croissante de ces chiffres-là, bien sûr, avec l'IA, comme je l'ai dit, qui va encore venir cette année, en tout cas 2026, ça serait une année assez charnière parce qu'on n'est pas du tout, en termes de rapport de force aujourd'hui, les cyberattaquants sont au-dessus de nous. Quelques données en Afrique. Je ne vais pas tout lire, je pense que je l'avais. Ça, c'était un condensé de tout ce que j'avais évoqué tout à l'heure, que je vais appeler, mais quand même, il y a des études importantes qu'il faut considérer dans notre zone. Récemment, dans un groupe des doctorants sénégalais au niveau de l'Université de Luxembourg, dont on est partenaire, ils avaient produit une étude sur la plupart des applications mobiles. Je pense plus des... si je ne dis pas de bêtises, c'est presque même toutes les applications mobiles disponibles au niveau des l'IMOA bancaires qu'ils avaient récupérées parce que c'est publié via des sources officielles et tout ça. L'affaire des reverse là-dessus et voir les vulnérabilités qu'ils composent. Cette étude, elle est très importante pour orienter, en tout cas, les politiques, surtout de la BCAO, pour comprendre l'enjeu, parce que dans cette étude, on voit que presque la majorité des applications bancaires au niveau des l'IMOA présentent des failles. Et des failles élémentaires, c'est des faiblesses dans le chiffrement ou la gestion des certificats même de ces applications mobiles. Voilà. Ici, on a en fait, ça, c'est l'étude globale au niveau donc pays que l'IIT fait, qu'ils appellent Indice national de cybersécurité, qu'ils produisent chaque année. Les rapports de 2026 vont sortir en juin, donc dans un mois. Donc, en 2024, non, c'est chaque 2 ans plutôt qu'ils le font. Donc, celui de 2020 va sortir en juin là. Donc, ils étudient la capacité de nos États, effectivement, sur ces 5 angles. L'angle légal, qu'est-ce que l'État a de façon, voilà, pour la répression, pour la correction, pour la sanction et tout ça. Donc, de façon légale, qu'est-ce qui a été prévu au niveau de la cybersécurité nationale? Au niveau technique, qu'est-ce que l'État a? Les CERT, est-ce qu'il y a un CERT actif, donc un centre de réponse aux incidents? Est-ce qu'il y a un socle national qui protège ou bien qui vient appuyer les capacités des publics et privés? Au niveau de l'organisation, qu'est-ce qui est mis en place au niveau des capacités de développement, donc tout ce qui est renforcement des capacités et autres, et au niveau de la coopération. Donc, sous ces 5 angles-là, au niveau de l'Afrique, on retrouve la classification des pays, en tout cas par rapport à la maturité. Donc, on a des pays qui sont au niveau 5, on va dire des niveaux où vraiment tout est là, tout a été construit, donc ils sont dans l'amélioration continue, c'est-à-dire que c'est bon et tout ça. On a, non, ça c'est les T5, excusez-moi, donc ça c'est les niveaux les plus faibles, on va dire. Une capacité totalement en construction, il n'y a rien. De l'autre côté, T4, on a une capacité minimale, mais voilà, qui va forcément évoluer. Là, on retrouve plein de pays de la zone IMOA dedans, Mali, Niger, autres. Guinée, il n'y a pas de Guinée-Bissau dedans. OK, on a les T4, donc ceux qui sont en moyenne, ceux qui ont mis en place, voilà, on va dire les minima.
soit il y a des... Mais c'est des actions de façon globale qui sont fragmentées. Donc, on a des briques comme ça qui ne sont pas totalement ensemble. Donc, tout a été établi, mais c'est pas encore totalement propre. Donc là, on retrouve le Sénégal, Burkina Faso, Guinée, plusieurs pays, en tout cas de la zone. On a des pays qui sont en mode avancé, voilà, qui ont fait beaucoup d'efforts. Là, on retrouve Bénin et Togo, en ce qui nous concerne, et moi. Et au niveau les rôles modèles, en tout cas les modèles chez qui on peut s'inspirer, on a Ghana, Kenya, Mauritius, donc Mauritius et Rwanda et Tanzanie. Donc globalement, voilà comment la situation, en tout cas des capacités de nos États, c'est l'un des rapports, on va dire, d'ailleurs les seuls qui existent, qui fait ça chaque 2 ans, qui peut nous donner une idée de là où on se situe. Là, les cas du Sénégal, voilà un peu ce qui ça ressort dans les mesures légales, c'est plus ou moins bien. Technique, plus ou moins. Au niveau de l'organisation, ça ne va pas du tout. Voilà, on n'a même pas la moyenne. Capacité de développement, là également, il n'y a même pas la moyenne parce que c'est sur 20. Et au niveau de coopération, on coopère beaucoup dans les cadres, notamment les trucs militaires ou policiers, coopération judiciaire et tout ça. Donc voilà, quelques exemples des choses qui se passent en Afrique. Ça, c'était un groupe, un très jeune groupe, c'est nous des étudiants en réalité, qui n'ont même pas pensé, donc entre 2018 et 2028, qui se sont organisés. C'était ici, il y avait des Ivoiriens dedans, Béninois, je pense, et puis voilà. En tout cas, c'était un groupe local qui avait en 4 ans d'existence réussi à voler 11 millions de dollars dans la zone, mais pas que. En tout cas, a causé une perte de plus de 11 millions de dollars. Donc en 2022, quand ils avaient été attrapés, effectivement, les informations sont disponibles, on peut les retrouver. C'est des gens de moins de 25 ans. Voilà. Ils sont en train d'étudier, ils ont appris quelques techniques quelques techniques on va dire des méthodes d'attaque et tout ça, et puis ils se sont décidés effectivement de commencer. Parmi eux, il y a quelqu'un, donc c'est celui qui, donc ça avait commencé comme ça, comme un jeu pour eux, ils avaient appris à l'école, mais ils voulaient un peu mettre en pratique, et puis petit à petit, ça les a séduits, et puis ils sont rentrés dedans jusqu'à leur arrestation en 2022. Donc, ça veut dire que là, c'est quelque chose qui doit illustrer, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, en termes de défense, on n'est pas du tout prêt. Des petites capacités peuvent nous faire beaucoup de mal. On a les cas au Nigeria, ça, c'est une seule personne, c'est même pas des cerveaux, c'est pas plusieurs personnes, c'est une seule personne qui fait, voilà, qui pirate une banque nigérienne et puis vole à peu près 1, on va dire 2 milliards de naira. Voilà, une seule personne. Dans certaines, en tout cas dans des environnements organisés, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Juste quelques illustrations. Ça touche tout le monde. Il y a pas d'effort. C'est globalement la situation. Donc, en Afrique, là, quelques cartographies que j'ai réalisées. Au niveau des banques centrales et des banques de développement, on en a beaucoup qui se sont fait attaquer. Au niveau des banques, au niveau des assurances, microfinance, fintech. Et je pense bien que ça, c'est parce que ce sont des informations qu'on retrouve en ligne. En ligne, donc dès qu'on recherche, voilà, ça. Mais ceux qui n'ont pas été révélés sont beaucoup plus importantes même que les attaques qui ont été révélées. Ça, c'est uniquement sur le secteur financier, juste pour donner un tout petit peu de vigie qui ça concerne toutes les couches du secteur. Et puis, voilà. Donc, pour conclure, on va retenir en termes de bonnes pratiques de façon globale à considérer, en tout cas, de la situation actuelle, c'est qu'il faut considérer la cybersécurité comme un enjeu stratégique et non pas technique, non pas seulement technique. Identifier et protéger ces actifs critiques de l'organisation, mettre en place une gouvernance claire de la cybersécurité dans nos organisations, sensibiliser et former régulièrement nos collaborateurs parce qu'ils sont les premiers vecteurs à travers leur email de compromission pour nos organisations, renforcer les capacités de détection et de supervision des incidents, disposer des plans de réponse aux incidents et de gestion des incidents. Vraiment des plans qu'on ne découvre pas lorsqu'il y a un incident, parce qu'il y a un plan que vous découvrez lorsque vous avez un incident, vous n'avez pas de plan, ce n'est pas un plan.
un plan vivant à travers donc des scénarios. On fait des exercices de crise au niveau top management, tout ça. Un plan vivant qui s'adapte et qui prend en contexte donc l'évolution de la menace et puis s'adapte. Faire de la sauvegarde régulière sécurisée et testée, parce que c'est notre seul salut quand un incident arrive, il faut tout nettoyer au niveau de la production. Si vous n'avez pas une restauration, une sauvegarde saine, vous serez obligé de payer. En fait, vous allez payer. On parle de paiement de rançon bon ou mauvais, mais ça dépend du contexte. Quelqu'un qui n'a pas de sauvegarde, comment est-ce qu'il va faire? Il est obligé de récupérer ses données, donc s'il faut payer, il va payer. Mettre à jour et corriger régulièrement les systèmes et les applications, appliquer les principes des moindres privilèges, donc donner accès aux collaborateurs quand uniquement ce dont ils ont besoin, et renforcer aussi les contrôles des accès. Tester régulièrement la résilience de vos systèmes d'information à travers des audits, des exercices et des simulations pour se préparer, pour avoir les réflexes quand ça arrive. Quand une crise arrive, c'est ce qui est dans les réflexes qui est important. Vous n'avez pas le temps de réflexion, le temps d'élaborer des stratégies. Intégrer aussi la cybersécurité dans vos projets dès à la base, dans vos projets de transformation digitale et développer une culture de résilience et d'amélioration continue dans vos organisations et ensuite renforcer la collaboration avec des partenaires, des CERT et des autorités compétentes. Donc, nous voilà au terme de ce partage. Je pense que j'ai fait une heure pile. Merci et je suis disponible en tout cas pour les questions, réponses par rapport à ce qu'on a vu ou autre sujet. Merci Tidjane, je te repasse la parole. Oui, M. Aboubakar. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire consacré à la sensibilisation, à la cybersécurité et aux bonnes pratiques de cyberhygiène. Nous tenons à remercier notre intervenant, M. Aboubakar Yakouba, pour la qualité de sa présentation, ainsi que l'ensemble des participants pour leur présence. Donc, nous allons laisser quelques minutes aux participants pour leurs questions. Donc, n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat. Donc, nous y Ou répondrons bien avec même plaisir. ouvrir les micros directement et interagir si vous souhaitez. Je pense que les gens n'ont pas accès au micro. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou pas, Cheikh. Il faut voir ça. D'accord, je vais voir ça. Il faut autoriser les micros s'il y a des personnes qui veulent intervenir. Oui, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, ils vont juste lever la main, cliquer sur le lever la main, la fonction, comme ça je vais activer le micro, si possible. Il y a une question dans le chat. De Bertin, mais c'est Oui, de Bertin, je Bertin. pense. Donc, il dit, avez-vous des formations programmées? C'est une question. Alors, je ne sais pas, je réponds au nom de ces cas ou bien chaque gens, je préfère que tu réponds. Moi, je suis formateur, je forme régulièrement au niveau de la zone, au niveau presque toutes les formations dans ces 3 dernières années au niveau des jumelés et moi qu'on fait à destination des boards, des équipes techniques et tout ça. C'est nous qui, en tout cas, c'est nous qui animons ça et puis on a d'autres formations. Je pense qu'il y a un catalogue de formations au niveau des CK que j'ai laisserai Jeanne en parler parce c'est au nom de CK, je pense, les webinaires. Oui, c'est C'est au nom Jeanne, de si ce tu as cas. des Bon, informations. Bon, Alors, je pense qu'à date, pour le moment, nous n'avons pas encore fait de programmation pour ce type de formation, mais nous allons y penser, oui. Je vais en ouais, parler ce avec que je notre sais par coordinateur. contre, c'est qu'il y a il y a un partenariat qui est en train d'être mis en place au niveau des CK pour faire de la formation certifiante. Donc, sur les normes ISO 27000 de façon, des normes ISO de façon globale. Donc, ça, je suis au courant, mais voilà. En dehors de ça, il y a plein d'autres formations qu'on peut, si vous souhaitez, échanger par la suite. En tout cas, disponible. D'accord, d'autres questions? OK. Les plans de formation, déjà, il faut prendre en compte donc, la demande des gens qu'on lui répondra par la suite. D'accord, ok. Merci, M. Pertin. Donc, on va vous répondre par rapport à ça. On va vous transmettre les catalogues disponibles.
Alors, ouais. Je pense qu'il y a des cas, c'est soit tout a été clair, soit voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas, Tidjane, on peut lever la séance. Et puis, certainement, on Oui. aura d'autres séances comme ça par rapport aux enjeux, par rapport à d'autres questions sur la cybersécurité qui vont venir de plus en plus réguliers. Oui, tout à fait. Donc, bon, il y a une autre question. D'accord, ça sera partagé pour Bertin. Oui, la présentation, elle vous sera transmise. Donc, chacun va s'en Effectivement. charger. D'accord. Bon, je pense aussi que c'est bon. Donc, bon, nous espérons que cette session vous aura permis de mieux comprendre les enjeux liés à la cybersécurité et surtout d'adopter les bons réflexes pour renforcer la sécurité au quotidien. Donc, pour lever la science. Bon, merci encore à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains événements. Inch'Allah. Merci, Cheikh. Merci, À bientôt. Aboubacar. Merci, à bientôt. Merci.